C'est désormais officiel. Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une annonce qui rebat les cartes et ravive les tensions dans le paysage politique ivoirien. Entre ambition affirmée, opposition sous pression et appel au front commun, quel visage pour cette présidentielle qui s'annonce déjà décisive? 4 personnes autour de moi pour le débat. Samba David est cadre du PDCI RDA et même conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du parti septuagénaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et en face de vous, il y a Elisa Rosine Dramé Koulibaly, membre de l'Union des enseignants du RHDP, et vous faites également partie de l'équipe de communication digitale du parti au pouvoir. Monsieur Daï Nestor, juste à ma gauche, est secrétaire général adjoint du PPACI, chargé des communes de Yopougon, Songon et même de la mobilisation des différents militants. Et juste en face de vous, il y a Koné Mebra, analyste politique. Encore merci à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation. Alors, l'annonce officielle de la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara, est-ce qu'elle vous a surpris? Nous, au niveau du RHDP, comme vous le saviez, nous avons fait des pré-congrès au cours du congrès du RHDP les 21 et 22 juin. Nous avons désigné le président Alassane Ouattara comme le candidat du RHDP. Et pour nous, c'est sans surprise. C'est vrai qu'il nous avait demandé un temps de réflexion, mais nous étions en prière et sans surprise, le président Alassane Ouattara, qui est toujours à l'écoute des Ivoiriens, toujours à l'écoute de ses militants, a accédé à notre vœu le plus cher pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, et justement, en face de vous, les partis de l'opposition ne pensent pas forcément la même chose. Daï Nestor, ça vous a surpris ou c'est quelque chose que vous pressentiez? Bon, je crois que c'était presque totalement pressenti, même si c'est pas normal, c'est anticonstitutionnel, puisque le chef de l'État en 2020 avait déjà violé la Constitution, donc, et c'était pratiquement par les mêmes pratiques. Donc en 2025, nous, on ne s'attendait pas à autre chose que ça. Donc pour nous, on savait que le chef de l'État allait encore violer la Constitution et n'allait pas respecter la parole donnée. Est-ce que c'est le même avis partagé par le PDCI RDA? Oui, pour nous, c'était un deuil national, comme je le dis, dès sa déclaration, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire venait d'être exposée à nouveau à la moquerie et sa déclaration amène à nous interroger pour dire que vaut l'honneur d'un homme d'un certain âge, que vaut la parole d'un chef d'État qui avait dit en 2020 qu'il n'était plus intéressé et qu'il venait compenser la mort brutale du Premier ministre Abandou Gon et qu'après ce mandat, il passerait le flambeau à une demi-douzaine de cadres. Nous ne sommes pas, en fait, tout ça expose vraiment notre pays à la moquerie et ça a été un choc pour nous, pour l'image que M. Ouattara a présentée dès sa déclaration à l'opinion internationale. Alors, M. Koné Mebra, vous êtes analyste politique. Ce n'est pas une surprise pour le RHDP de revoir Alassane Ouattara dans la course. Ce n'est pas une surprise également pour le PPACI. C'est un choc pour le PDCI RDA. Que vous inspire justement ce retour du chef de l'État dans une course qu'il avait déjà dominée en 2020? Bon, d'accord. Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, il est clair que l'annonce ou la décision du président était attendue par la majorité de nos concitoyens. Mais lorsque nous pensons aux arguments avancés par le chef de l'État en 2020, on peut croire que la majorité de nos concitoyens s'attendait certainement à une autre décision. Pour les partis politiques, c'est une décision certes qui n'est pas surprenante, mais pour les citoyens lambda, après avoir entendu le chef de l'État en 2020 avancer les arguments que nous connaissons, sa décision d'être candidat ou pas était quelque chose de dubitatif pour les populations. Alors, je vais me retourner vers le PDCI RDA. Est-ce que pour vous, cette décision illustre une volonté de servir ou une peur de perdre justement le pouvoir? Pour nous, cette décision définit finalement le régime politique dans lequel nous sommes.
M. Ouattara veut s'éterniser finalement au pouvoir. Ce n'est pas une volonté de servir, parce que quand on sert, il arrive un moment, il faut partir. On sert sur la base de quoi? On sert un pays sur la base de quoi? Sur la base de la Constitution. Et cette Constitution-là, lui, il a fait la promotion de cette Constitution de 2016, qui finalement devient un dol pour la population ivoirienne. Un dol, c'est quoi? C'est-à-dire une manœuvre frauduleuse pour obtenir quelque chose, une manœuvre frauduleuse intentionnelle pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Dire aux Ivoiriens que la nouvelle Constitution de 2016 ne met pas fin à l'article 35 et que ça limite toujours les mandats à 2 et qu'après ça, il dit non, c'est une 3e république. Non, c'est une anarque. C'est une anarque qui ne dit pas son nom. Alors, et pour nous, ce n'est pas un devoir de servir, mais c'est un devoir d'assujettir, pour nous, c'est une volonté du moins, d'assujettir la population ivoirienne. Alors, le chef de l'État veut s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites quand vous entendez ça? Permettez-moi de reprendre des extraits du discours du président Alassane Ouattara le mardi dernier. Il a dit « le devoir transcende la parole donnée de bonne foi ». Il a ajouté aussi que toutes les dispositions seront prises pour que ce scrutin du 25 octobre 2025 se passe de façon démocratique, apaisée et transparente. Il a aussi ajouté que ce mandat sera celui de la transmission générationnelle. Ce sont des mots forts. Aujourd'hui, certains partis de l'opposition, dont le PDCI, le PPACI, qui forment le Front commun, j'ai envie de dire... c'est ça votre nom, le Front commun. En effet, c'est ça le Front commun. Voilà, j'ai envie de dire le plan commun. C'est pour cela que je cherchais. Mais ceux-là, forcément, ils seront dans des jérémiades. Pourquoi? Parce que leurs candidats ne sont pas sur la liste électorale. Les candidats qu'ils ont choisis. On peut comprendre leur chagrin, on peut comprendre leur jérémiade, mais ils ne seront jamais à la place du Conseil constitutionnel. On a beau parler avec des mots forts, c'est une entorse à la loi, etc. Mais ça reste personnel, strictement personnel. Alors, on me parle des Ivoiriens ou bien alors de ce discours aurait fait honte. Mais je suis désolée, il faut être factuel. Vous avez vu la liesse populaire dans les quartiers. Les Ivoiriens étaient contents. Et ils sont contents parce que le président Alassane Ouattara a un bilan fabuleux. Ce bilan, c'est pour tous les Ivoiriens. Il le dit et il a insisté pour faire ce discours devant tous les Ivoiriens. Alors, la décision n'est pas applaudie par tous les partis politiques, par toutes les populations. Est-ce que dans ce cas, on peut parler... des esprits chagrins, il y en aura toujours. Est-ce qu'on peut parler justement de compétition équitable quand on a l'impression que l'adversaire est aussi installé, enfin, tel que le président sortant? L'adversaire serait installé où? C'est le président sortant qui revient. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de compétition équitable? Bien sûr. Mais moi, je veux dire, je souhaiterais que nos débats puissent évoluer. Parce que c'est la même rengaine. Ce sont les mêmes... c'est trivial à la fin. On entend les mêmes choses. 4e mandat, les autres sont radiés. C'est la rengaine. Le disque est un peu rayé. Nous souhaitons, pour évoluer, pour faire plaisir aux téléspectateurs, à nos enfants, à qui nous laissons quand même un héritage politique, que nous parlions justice, juridique. Qu'est-ce que la justice dit? D'accord. Qu'est-ce qui est juridique? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on va trouver chaque matin au réveil des gens pour dire je ne suis pas d'accord. Le président, paix à son âme, du Conseil constitutionnel a dit ceux même qui n'ont que pour diplôme leur extrait de naissance aussi s'invitent dans le débat juridique. C'est de bonne guerre, mais enfin, à un certain moment, il faut venir un peu de sérieux. Non, laissons le juridique à la justice. Vraiment, il faut être sérieux à un certain moment. Monsieur Daï Nestor, elle pourrait peut-être avoir raison. Finalement, est-ce que la stratégie du PPACI ne devrait pas, enfin celle d'affronter Alassane Ouattara, ne devait pas susciter des réactions pour mobiliser les abstentionnistes? Ok, merci. Je voulais juste revenir sur le 4e mandat du président Alassane Ouattara, pour dire que, vous savez, un parti politique, quand on le crée, et quand on veut gouverner un pays, c'est avec un projet de société, adossé à un programme de gouvernement. Je pense qu'il en a. Oui, quand il en a, le projet et le programme, il y a des hommes qui le portent.
quand on dit le chef de l'État a tellement bien fait qu'il faut continuer, on va dans une monarchie. C'est le monarque qui n'a pas de projet, qui n'a pas de programme, qui se gouverne selon ses humeurs. Lorsqu'un programme est là, et que le chef de l'État, la Constitution ne lui permet plus d'être là, mais quelqu'un d'autre vient et puis continue ce qu'il a bien fait. Sinon, à ce stade-là, on dit de revenir au monarque, c'est-à-dire qu'à la monarchie. C'est ça qui est dangereux. Or, nous sommes en démocratie. En démocratie, il y a des lois. Et la loi dit que, l'article 57 de la Constitution dit que le président de la République, il est élu pour une seule fois et il est réélu une seule fois. Après ça, plus besoin de la même mandature qu'il soit élu une troisième fois, une quatrième fois. Là, ça devient de la monarchie. C'est-à-dire qu'il est là. Et donc, il n'a pas, le RADP, en quelque sorte, veut nous dire qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils n'ont pas de programme. Et que c'est M. Alassane Ouattara qui est leur projet, c'est leur programme. Donc, en dehors de lui, il n'y a plus personne. Et donc là, leurs humeurs et leur, comment dirais-je, leur manque donc de projet veut nous entraîner dans une dictature, dans une monarchie. C'est ça que nous parlons. Pourquoi ils disent que, pourquoi ils ne veulent pas qu'on en parle? Oh, c'est ça qui est le sujet. Alors, c'est ça qui est le sujet. Le quatrième mandat. Je vais revenir. Non, je viens. Elle a eu 2 minutes, 3 minutes pour parler. Laissez-moi développer. Maintenant, pour revenir à votre question que vous avez posée, allez-y maintenant. Oui. Je voulais juste faire des précisions sur ça. Alors, ce que je voulais savoir, si cette candidature d'Alassane Ouattara pousse le PPACI à revoir sa communication ou à renforcer ses alliances. Non, nous renforçons nos alliances avec le PDCI, le Front commun, lui, il existe déjà. Mais ce que je veux dire, il faut que nous renforçons notre communication sur ce quatrième mandat. Parce que la parole donnée n'est pas la parole donnée sur la Constitution, quelles que soient les œuvres de M. Alassane Ouattara, mais la Constitution au-dessus des œuvres. Et que c'est les hommes. Et comment dire, c'est des projets qui étaient donc tenus par des hommes. Et s'il n'est pas là, d'autres personnes pourraient le faire. Voilà ce que je voulais dire. Sinon, nous, au PPACI, affronter M. Alassane Ouattara n'est pas un souci pour nous. Pourquoi vous avez peur alors? On n'a pas peur. Non, il faut respecter la loi. Elle a parlé tout à l'heure de la loi qu'il faut respecter. Mais la loi ne permet pas à Alassane Ouattara. La loi ne permet pas au candidat Alassane Ouattara d'être candidat pour une quatrième mandature. C'est pas normal. Monsieur Koné, vous êtes analyste politique. S'il vous plaît, je vais revenir à vous. Alors, il y a beaucoup de... On tergiverse autour de la candidature d'Alassane Ouattara. Est-ce que ce choix, finalement, s'inscrit dans une logique de continuité rassurante ou dans un refus de renouvellement, dans un refus systémique de renouvellement? Alors, vous me permettrez d'abord de situer le contexte de la candidature du chef de l'État. Normalement, pour un président qui a déjà gouverné, il ne devrait pas se poser de problème sur la légalité de sa candidature. Mais pourquoi la candidature actuelle du chef de l'État suscite tant de controverses? On espère avoir une réponse avec vous. Alors, quand on remonte à l'histoire de la refonte de la Constitution de 2016, nous nous souvenons qu'avec les vidéos qui existent, des paroles et des engagements qui ont précédé la ratification de la Constitution, que le président avait dit que cette nouvelle Constitution n'avait pas pour objectif pour lui d'être candidat pour un troisième mandat. Il n'a même pas dit pour un premier mandat dans la Troisième République. Il a dit, quand les journalistes d'une chaîne de télévision l'avaient interviewé, qu'il n'était pas question pour lui de faire un troisième mandat. Ajouter à l'opinion du président, les collaborateurs techniques du président, c'est-à-dire des gens, des érudits du droit, avaient estimé qu'il était impossible pour le président Ouattara de briguer un troisième mandat. Alors, quand on a dit ça, et qu'on a envoyé nos lieutenants sur le terrain pour inviter les populations à voter oui pour la Constitution, il va de soi que une fois la Constitution votée, on ne se représente pas ou on ne réapparaisse pas devant la même population pour solliciter d'elle un autre mandat, fût-il le malheur ou la circonstance inattendue qui aurait prévalu. Alors, quand les choses se déroulent de cette façon, on peut noter que les populations ont soit été manipulées ou le politique aurait abusé de la bonne foi des populations. Lorsqu'un tel contexte est situé, on peut maintenant se poser la question de savoir si la candidature du chef de l'État
est légal au regard de la Constitution. Quand on remonte à l'article 55 de la Constitution, qui est bien clair, alinéa 1, il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Alors, lorsque cette Constitution est en train d'être votée, l'article 183 de cette Constitution dit que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention d'un texte nouveau, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où vous faites la proposition de la refonte de la Constitution, si vous êtes presque ou au début de votre deuxième mandat, le compteur n'est pas remis à zéro, même si nous basculons dans une nouvelle république. D'accord. Et dans le cas d'espèce, avec les opinions et les paroles d'engagement public de haute personnalité de l'institution républicaine, il va de soi que nous remettions en cause la légalité constitutionnelle de la candidature de M. Ouattara. Alors, en clair, M. Ouattara, au regard de la situation historique et du contexte qui a été étalé, ne pourrait pas, et au regard de la Constitution et de l'article 183 de la Constitution, ne pourrait pas être candidat pour un 3e mandat, encore moins pour un 4e mandat. Alors, c'est quelque chose qu'on reproche généralement au RHDP. Je le disais, on l'entame, nous allons encore tourner en rond. Des discours de 2020, on entend ressasser, c'est trivial, on l'entend. Des gens qui ne sont pas juristes, qui prennent la parole, qui estiment qu'ils connaissent le droit mieux que le Conseil constitutionnel. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on le voit. Des gens qui se réveillent chez eux, ils prennent quelques articles, ils interprètent à leur façon, et puis ils prennent la voix pour dire que, à ce titre-là, le président ne devrait pas. Mais de quel droit? Il n'y a que le Conseil constitutionnel pour décider de qui est candidat et qui ne l'est pas. Qui respecte le droit et qui ne l'est pas. C'est tout. Mais pour le reste, franchement, pour moi, ce sont que des jérémiades, que des interprétations de salon, mais que ça reste dans les salons. Mais on ne vient pas sur un plateau et raconter que, oui, le droit dit, etc. Ce n'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel est le seul qui peut dire, le droit décide que, en 2020, le Conseil constitutionnel a décidé que le président Alassane Ouattara est candidat pour un premier mandat de la 3e République. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça poserait problème. Alors, il faut rappeler aussi que le Conseil constitutionnel va terminer la candidature par dérivation. Si vous permettez, vous avez fini de parler. Ils ont tellement endoctriné des gens intoxiqués, manipulé certains Ivoiriens, que à la limite, quand ils entendent autre chose, ils sont effarouchés. Donc vous attendez, quand on finit de parler, vous pourrez faire, vous n'êtes pas juriste. Continuez, s'il vous plaît. Donc, le Conseil constitutionnel a estimé que le président Alassane Ouattara était éligible en 2020. Ce débat, il est caduc. S'il a pu faire le premier mandat de la 3e République, il n'y a pas, je vous en prie, il n'y a pas de raison Il a fait des morts. Alors je vais m'intéresser maintenant. Si vous permettez, parce que justement, c'est ça le problème avec souvent je veux dire front commun, j'ai envie de dire plan commun. On les a invités sur le plateau, on les a invités sur le plateau, c'est vrai qu'ils forment le front commun. Mais ils sont là dans un plan commun. Non, ils sont là de façon individuelle. Donc quand je finis, il a parlé de paroles données. Je vais accorder 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, je fais vite. Il a parlé de paroles données. Mais il y a le juriste qui dit le droit. Et je voudrais préciser qu'on arrête de tronquer l'effet de mentir, excusez-moi le terme, de raconter des mensonges dans la vie. Le président Alassane Ouattara n'a jamais dit que la Constitution de 2016 ne lui permettait pas de briguer un autre mandat. Il ne l'a jamais dit. Alors, je défie quiconque assis ici, qu'il me le dise. À quel moment il a dit? Non. Il a dit, je souhaiterais laisser une autre génération. Il n'a jamais dit, au grand jamais,
que la Constitution 2016 ne lui permettait pas de briguer un autre candidat. Alors, il y a le décès d'Amadou Il faut arrêter de manipuler l'opinion, d'intoxiquer les Ivoiriens. Alors, il y a le décès d'Amadou Koulibaly. Alors, ils vont prendre la parole et ils me diront à quel discours exactement le président... Oui, mais je vais leur rappeler ce qui a été dit exactement. Je veux poser une question avant. Il y a le décès d'Amadou Koulibaly. Sinon, il y a Babo aussi qui a dit que lui, il ne peut pas être candidat après 70 ans, mais pourtant... S'il vous plaît, il y a ce qui fait le débat aujourd'hui. Le temps de parole, le temps de parole. Soyez vigilants. Voilà. C'est vous ceux qui parlez. On va revenir vers vous. Monsieur Daïnes, on va revenir vers vous. Alors, je crois que ce qui fait la polémique, c'est le fait que le président Alassane Ouattara ait dit, avant qu'il laissait la place à la nouvelle génération, et qu'aujourd'hui, l'on reconstate qu'il revient à la charge. Voici la polémique. Mais je suis ravie que vous remettiez les choses dans leur contexte. Ce n'est pas juridique. Justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre. Le président Alassane Ouattara l'a dit. Le devoir transcende la parole donnée de bonne foi. Il a dit dans son discours. La Constitution aussi. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à notre invité du PDC, RDA. Est-ce que finalement, cette plainte autour de la candidature du chef de l'État, finalement, est-ce qu'elle affaiblit ou est-ce qu'elle galvanise la candidature de votre président Tidjane Thiam? Non, d'abord, avant de revenir sur la plainte, je voudrais parler à madame le professeur qui, en réalité, ne sait pas ce que c'est qu'une constitution. C'est fort, ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que elle donne l'impression d'avoir un problème avec la vérité quand on lui dit ce qui est. Allez-y, pourquoi vous le dites? Je le dis parce que... Le temps des attaques moi, j'ai pris le dessus. Parce que quand elle dit que M. Ouattara n'a pas violé la Constitution et que la Constitution ne dit pas que Ouattara ne doit pas être candidat, j'ai un souci avec. D'accord. J'ai une préoccupation avec. C'est quoi et quand elle dit, et que lors de la campagne pour le oui de la Constitution, le 30 octobre 2016, où M. Ouattara a dit que cette Constitution-là ne lui permet pas de continuer. Et là encore, elle ne reconnaît pas. On a un souci avec. Alors, je voudrais dire à madame le professeur que si chaque Ivoirien n'avait pas accès, ou ne devrait pas avoir accès à la Constitution, on n'aurait pas appelé la population ivoirienne à voter pour le changement de la Constitution. On aurait dû appeler seulement les juristes. Mais si on a appelé les Ivoiriens dans leur ensemble, incultes, sans niveau, doctorants, juristes, pour dire, dans leur avis, c'est pour dire que la Constitution est l'incarnation de tous. Madame le professeur, voici ce que c'est que la Constitution ivoirienne. Elle n'est pas l'apanage des juristes, encore moins des cadres dont vous parlez. Je voudrais venir. La plainte, vous avez parlé de la plainte du PDCI, n'est-ce pas? En effet. Est-ce que finalement, la candidature de Alassane Ouattara n'affaiblit pas votre candidat qui est donc Tidjane Thiam? Non. La candidature de M. Ouattara ne peut pas affaiblir notre candidat. La candidature de M. Ouattara pose deux problèmes. Un problème de violation de la Constitution. Ça. Et puis, le deuxième problème, c'est le problème de maintenir la Côte d'Ivoire dans un régime totalitaire. En écartant ceux qui ont droit d'être électeurs, en fait candidats, et lui revenir à la charge comme si la Constitution n'existait pas. Concernant la plainte la réponse a été donnée par l'ONU, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, demandant à M. Ouattara, au gouvernement ivoirien, de trouver les moyens nécessaires pour que les droits politiques du président Thiam soient respectés. Et les droits politiques ont été cités par l'article 25 du pacte, à savoir être électeur et puis être élu. Donc pour nous, nous attendons que la Côte d'Ivoire se conforme à cette décision qui est au-dessus de nos constitutions. Alors ça, puisque à l'article 123 de notre constitution, il est dit que les conventions et les accords internationaux sont au-dessus des lois. Et ce n'est pas la première fois dans le monde politique. En 2018,
le président brésilien Lula était en prison. Et c'est même cette même déclaration-là de l'ONU qui a fait de lui un candidat. Et le Brésil a appliqué. Nous attendons comme M. Ouattara, qui croit aux décisions et à la justice internationale, et qui croit aux pactes signés avec à l'international, applique ce qu'on lui a demandé, et que le président Cheikh Tidiane Thiam soit candidat, et que M. Ouattara soit battu au soir. Enfin, leur candidat soit battu. Parce que M. Ouattara ne peut pas être candidat au regard de la Constitution. Alors, le sujet que vous abordez là maintenant a eu donc une réponse de la part du gouvernement au travers donc de son porte-parole Amadou Koulibaly, mais c'est ce dont on va parler. Oui, mais le porte-parole a été répondu par l'avocat de M. Cheikh Thiam, qui a commenté, cette plainte. On aura l'occasion de revenir là-dessus si parce vous permettez. Parce que le droit politique ne se résume pas à être président d'un parti politique. On aura l'occasion de revenir là-dessus, s'il vous plaît, M. Samba David. Je vais me diriger maintenant vers M. Dey Nestor du PPACI. Alors finalement, la Constitution, elle est remise en cause. Est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que véritablement, les institutions électorales seraient capables d'assurer, enfin ne seraient pas capables d'assurer une compétition juste dans ce contexte électoral que nous traversons en ce moment? Ok, merci. Effectivement, comme vous le dites, en dehors même de la Constitution, elle est déjà violée par le 4e mandat. Vous savez, c'est un coup d'État. En 2020, ça a été un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas prendre les armes seulement qu'on appelle coup d'État. Tordre le cou à la Constitution, c'est un coup d'État. Parce qu'on tord le cou à la Constitution. Et quand c'est pas seulement prendre les fusils. Vous savez qu'en 2020, elle a dit que non, Ouattara est pas, comment dirais-je... Le Conseil constitutionnel. Amadou Gon est décidé, mais avant qu'Amadou Gon ne décède, Ouattara avait dit qu'il ne serait plus candidat, et donc il avait même choisi Amadou Gon. Est-ce que le décès d'Amadou Gon est constitutionnel? Non. La Constitution ne lui permettait pas, il s'était déjà retiré. Et il vient, comme Amadou Gon est décidé, je suis candidat. Mais le décès d'Amadou Gon n'est pas un test constitutionnel. La Constitution ne dit pas que quand un candidat, ou quand un président de la République a fini ses 2 mandats, et que celui qui l'a choisi pour le remplacer décède, il doit revenir encore. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution ne dit pas ça. Donc c'est un coup d'État constitutionnel. Et pour cela, les Ivoiriens se sont opposés. Les Ivoiriens ont manifesté. Mais comme c'est la même nuit qu'ils ont manifesté, l'armée donc du RHDP a tué en 2020 pour que Ouattara soit président pour la 3e fois. Encore cette année, il est encore candidat. Il tord le cou à la Constitution. Il dit qu'il a fait des réalisations, il a fait des ponts, il a fait des machins. Donc les militaires du RHDP, des lambda, des inconnus l'appellent. Mais c'est un coup de fil constitutionnel. Je ne crois pas. Vous auriez voulu la Constitution est là. Écoutez, monsieur, ceux qui respectent la Constitution dans leur pays, vous croyez que les militants ne les appellent pas? Vous croyez qu'on ne les réclame pas? Vous croyez qu'ils ne sont pas réclamés? Ils sont réclamés pour des œuvres qu'ils ont eu à faire à travers leur gouvernance. Ils sont réclamés. Les partisans les poussent. Comme le chef de l'État des anonymes les appellent. Mais au nom de la loi fondamentale, comme le frère Samba l'a dit tout à l'heure, est-ce que les gars comprennent le sens même de la Constitution? Non, c'est la loi fondamentale, c'est la boussole d'une république. Vous auriez voulu qu'il... Donc, quels que soient les arguments, quels que soient les arguments, le chef de l'État aurait dit, depuis 2020, là, que la Constitution ne me permet pas. J'ai dit merci à mes collaborateurs. Et donc, vraiment, c'est un projet, c'est des idées que nous allons bâtir ensemble. Je serai là comme un conseiller et je laisser la place. Alors, finalement... La Constitution ne me permet pas. Finalement... Donc, voilà ce à quoi nous allons encore faire un coup d'État. Finalement. Parce que forcément, il dit qu'il est candidat, il tord le cou à la Constitution. Vous voyez ça? C'est pas normal. Alors, au moment où on le dit, ils disent qu'on c'est il dit de laisser tomber, non, parler d'autres choses. Non, mais c'est l'actualité qui est là. Le factuel nous dit qu'il est candidat. Est-ce que finalement, vous pensez que c'est pas la crainte qui habite le PPACI, par exemple? Non. Est-ce que Laurent Gbagbo reste quand même forte face à Alassane Ouattara? Nous craignons que la Côte d'Ivoire... Vous savez... pourquoi le PPACI parle? Le président Laurent Gbagbo, c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. D'accord. Le président Laurent Gbagbo, c'est le fruit des élections. Le président Laurent Gbagbo, c'est le asseyons-nous et discutons. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'athénase pacifique à la démocratie. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'athénase pacifique à la démocratie. Le président Laurent Gbagbo, c'est le bulletin unique. Le président Laurent Gbagbo, c'est le vote à 18 ans. Le président Laurent Gbagbo, c'est la commission électorale indépendante. C'est-à-dire que c'est un démocrate. D'accord. Vous voyez ça? Donc, on n'a pas de crainte. Mais quand la loi fondamentale est violée, il faut le signifier. Sinon, en aucun cas,
Le président Laurent Gbagbo, bon, attends, si le président Gbagbo a affronté au feu Boigny en 90, je ne sais pas pourquoi il va avoir peur d'affronter Alassane Ouattara. Alors, je vais me dire mais Alassane Ouattara n'est pas éligible. C'est de ça que nous parlons. Non, ce que nous parlons, ce que M. Alassane Ouattara n'est pas éligible au vu de la Constitution. Et s'il s'entête, c'est un coup d'État constitutionnel qu'il est en train de faire. C'est ça que nous parlons. C'est comme si quelqu'un qui prend les armes, qui venait au pouvoir. C'est la même chose. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas un démocrate. Non, on n'est pas dans une démocratie. C'est ça. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Et la loi fondamentale sur laquelle on se base en démocratie, c'est la Constitution. Quand tu tords le cou à la Constitution parce que tu as une armée, parce que tu as tout le monde derrière toi, et pour dire que si le peuple sort, tu vas les mater, donc tu es candidat, ça c'est la force. On n'est plus en démocratie, on est en monarchie, on est en dictature. Permettez que je laisse la parole. Voilà ce que nous voulons dire, c'est tout. C'est tout. C'est ce que nous voulons signifier. Si on n'a pas peur on n'a pas eu droit au dialogue, Domélo. Mais ça c'est. Mais on ne fait pas de coq à l'âne. On ne fait pas de coq à l'âne. On ne fait pas de coq à l'âne. On va respecter. Mais d'abord sujet, il n'y a pas d'homme dedans. On va respecter. Excusez-moi. Mais pour faire quoi? On va respecter le plateau sur lequel on est. On va respecter le plateau sur lequel on est. Je pense avoir le monopole de la distribution de la parole. Essayons de respecter ça. On se respecte mutuellement, de sorte que le débat se termine dans de très bonnes conditions. Comme je disais tantôt, je vais laisser la parole à M. Kone Mebra, à qui je vais demander si cette candidature d'Alassane Ouattara, finalement, c'est quelque chose qui vient renforcer l'opposition ivoirienne ou ça pourrait la diviser. Alors, pour l'analyse que je suis, je m'étonne. On n'est pas obligé de revenir sur ce que madame a dit. Le temps est en train de courir. Je vous prie d'aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. La loi, elle a tout son sens parce que le peuple y est impliqué. D'accord. Et dans le principe de gouvernement que la Côte d'Ivoire a choisi, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, article 49 de la Constitution. Ce qui sous-entend que le peuple de Côte d'Ivoire est en amont de l'institution de la règle de droit et en aval de l'institution de la règle de droit. On ne peut donc pas dire que l'interprétation de la règle de droit devrait relever des experts. Fût-il l'existence d'une institution habilitée et qui provient, n'est-ce pas, de la République. Et pour assurer ma consoeur, je suis un ancien étudiant de la faculté de droit. Je suis licencié en droit. Je suis docteur en psychologie. Donc, en ma qualité d'intellectuel, je sais de quoi je parle quand j'interviens sur les sujets de droit. Je suis tout habilité. Je suis tout habilité à donner une interprétation sur la question de la constitutionnalité. C'était ça mon souhait, c'est que vous ne revenez pas là-dessus. Voilà. Ma question, c'est de savoir si la candidature du chef de l'État vient renforcer l'opposition ou finalement vient la diviser. Alors, il faut le dire, d'un côté, la candidature actuelle du chef de l'État pourrait renforcer les postures de l'opposition. D'abord parce que sur la forme de sa candidature, l'opposition s'est évertuée à faire admettre, et je pense à entendre et à voir les déclarations qui se passent en ce moment, c'est de faire admettre à M. Ouattara que sa candidature est inconstitutionnelle. Et donc, de ce point de vue, l'opposition nationale, au regard des arguments dont elle dispose, se sent renforcée du renversement, j'allais dire, de la loi supérieure de la République qui est remise en cause. Et lorsque l'opposition se trouve en face d'une telle situation, ben écoutez, c'est de bonne guerre pour elle. Elle peut en utiliser pour se donner tous les moyens que lui confère la démocratie pour faire respecter ce qu'elle pense être, j'allais dire, respectueuse de ce que prévoient les tests. Donc, d'un autre côté, pour le RHDP, c'est une candidature sûrement pour eux salutaire, parce qu'elle vient pour conforter, n'est-ce pas, le souhait de la majorité de leurs cadres qui estiment qu'au nombre de tous les chevaux probables, n'est-ce pas, Alassane Ouattara serait le meilleur cheval pour eux pour remporter une élection présidentielle.
Donc, de ce point de vue, c'est une nouvelle salutaire pour eux. Mais pour l'opposition, je reste à croire que cette posture d'Alassane Ouattara devait remobiliser leur base pour faire admettre le respect de la Constitution. Alors, Mme Dramé Coulibaly, il a dit, hein, on sait très bien que la base du RHDP est réellement unanime derrière cette décision du chef de l'État. Comment est-ce que le parti au pouvoir entend-il convaincre une jeunesse qui est, on le constate, de plus en plus méfiante vis-à-vis des anciens visages politiques? Bon, je me réjouis que monsieur ait fait du droit, mais il n'est pas constitutionnaliste. Parmi les juristes, il y a des constitutionnalistes. C'est eux qui sont habilités à parler de constitution. Le Conseil constitutionnel, je le disais d'entrée de jeu, le Conseil constitutionnel est seul habilité à dire pour telle ou telle raison, telle personne est retenue ou pas. Mais ce n'est pas en se mettant dans leur parti et en racontant des choses à leurs militants que ça va changer quelque chose au droit. C'est pour cela que quand nous venons sur des plateaux télé, il faut pouvoir avoir un minimum de sérieux, dire la vérité et dire ce qui est. Ce n'est pas lui qui dise le droit. Ce n'est pas la population qui vient chaque matin dire à la Constitution, ici ne va pas, mais franchement, on serait des troglodytes. Et nous, on sont pas. Madame Dramé Coulibaly, de plus en plus, Madame Dramé Coulibaly, de plus en plus, la Constitution, j'arrive. Non, je finis avec ce. Je m'en voudrais. Non, mais ça ne sert à rien d'aligner des gros mots. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous en vouloir. Je m'en voudrais parce qu'il y a trop de mensonges. On vous a très bien compris. Le sujet actuel, c'est que l'Assemblée nationale est le représentant du peuple. Quand je vote un député, c'est lui qui vote les lois pour moi. C'est lui qui me représente. Je ne viens pas chaque matin à l'hémicycle dire « Ben tiens, je vois qu'ici ne va pas ». Non. La société, l'État est organisé, il y a des institutions. Donc, nul n'est habilité ici à dire ce qui est et ce qui n'est pas. La jeunesse dont vous parlez a voté, vote aussi, n'est-ce pas? Le référendum a été voté. Et le président Alassane Ouattara n'a jamais dit, au grand jamais, que la Constitution ne lui permettrait pas. Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit, je laisserai la place à une nouvelle. Donc, s'il vous plaît, je suis dérangée par la majorité. On a plusieurs fois perdu le temps là-dessus. La question, je vous prie de répondre, je vous prie, très respectueusement, de répondre à cette question-là. Finalement, de nombreux jeunes sont de plus en plus méfiants quant aux anciens visages politiques qu'ils voient tout le temps. Comment est-ce que le RHDP entend-il convaincre cette jeunesse? Il me semble que c'est vous qui n'avez pas compris ma réponse. J'ai répondu à cette question. C'est justement à cette question que je réponds. La jeunesse nombreuse, là, comment vous le quantifiez? Vous, dites-moi. Comment vous avez fait vos statistiques et puis vous avez trouvé que cette jeunesse est nombreuse? On le voit dans plusieurs reportages. Il y a, à cette info, par exemple... Vos reportages à vous. C'est ce que je dis. Mais voilà, donc vous ne pouvez pas dire que nombreuse. Vous dites certains. D'accord, ok, voilà. je vous l'accorde. Voilà pourquoi je vous ramène à l'Assemblée nationale. D'accord. Parce que quand un jeune va voter au référendum, quand un jeune va voter un député et que l'Assemblée nationale, c'est le jeune là qui est représenté par ces institutions. Ce n'est pas, oui, ici on a vu tel nombre de jeunes a dit ça. Non, ce n'est pas responsable de dire oui, la majorité. Non, on n'a rien pour quantifier la majorité. Dites certains, et nous disons les jeunes du RHDP. Les jeunes du RHDP qui sont nombreux disent que le président Alassane Ouattara est leur choix. Nous avons fait des pré-congrès, nous avons fait un congrès et nos jeunes qui sont nombreux disent que le président Alassane Ouattara a indiqué. On ne vient pas ici me dire non, les nombreux jeunes, moi je ne les connais pas. Mais non, ce que nous savons, il y a l'opposition qui a peur peut-être d'affronter le président Alassane Ouattara, ou alors l'opposition, des figures de l'opposition que j'appellerais des figures de proue, qui estiment que tant que ce ne sont pas leurs figures de proue là, qui sont leurs candidats, eh bien rien de bien ne va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je les appelle plans communs, je n'arrive même pas à dire front commun, parce qu'ils sont dans cette dynamique là, haranguer les foules, bomber les gens en bloc. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vécu 2020 avec nous ici. Moi, j'ai vécu 2020 ici. Alors, 2020, on les a vus dans les mêmes discours. Résultat, 100 morts.
Ils sont allés casser les urnes, ils sont allés appeler les gens à s'entretuer, à mettre les communautés les uns contre les autres pour que les communautés s'entretuent. Bilan, 100 morts. Alors quand on les voit parler comme ça, ressasser les mêmes choses, franchement, je n'ai pas envie d'être méchant, je dirais que c'est saoulant à la fin. Parce qu'il y a un conseil constitutionnel, en fin de compte, qui va décider de qui est candidat, qui n'est pas candidat. Nonobstant, tous ceux qui se disent qu'eux ils sont nombreux jeunes, nous aussi au RHDP, nos jeunes sont nombreux. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que ceux-là sont nombreux. Non, alors, M. Samba David, finalement, le peuple, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est un changement de système ou c'est un changement de visage? Non, ce n'est pas le visage qui est le problème. C'est un changement de système. Vous savez, le président Cheikh Tidiane Thiam dit qu'il faut reconstruire la Côte d'Ivoire. Il ne dit pas aux gens de venir voter pour lui pour reconquérir le pouvoir, mais pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Peut-être parce qu'il n'est pas parce que, non, M. Cheikh Tidiane Thiam n'a pas besoin d'être au pouvoir pour qu'il soit façonné. M. Cheikh Tidiane Thiam est quelqu'un dont le nom rime avec l'excellence, dont le nom rime avec les grands tableaux d'honneur à l'international. Donc il n'a pas besoin d'une Côte d'Ivoire avec 15 000 milliards de budget pour que ça puisse influencer sa personne. Il a géré des budgets d'1 million de milliards. Donc ça ne gêne pas. Mais je voudrais dire à Madame le professeur que la constitution dont elle parle tant ne vient pas de naître. En 2010, la Constitution a déclaré le président Gbagbo vainqueur des élections. Cette même Constitution. Et eux, ils étaient encore dans la rue pour dire, nous, on ne reconnaît pas la Constitution. La Constitution ne vient pas de naître sur M. Ouattara, s'il vous plaît, Madame le professeur. La Constitution existe depuis longtemps. Et quand vous dites que les députés sont les représentants de la population, mais les députés en Côte d'Ivoire, s'ils représentaient les députés du RHDP, s'ils représentaient vraiment les populations ivoiriennes, n'allaient pas voter la vente de la pièce d'identité aux Ivoiriens à 5 000. Cette population dont vous vous réclamez tant, madame, ce sont ces députés, vos députés, qui ont voté parce qu'ils ne sont pas redevables aux électeurs, mais ils sont plutôt redevables aux leaders de leurs partis politiques. Et vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ces députés ne sont pas redevables, les députés du RHDP ne sont pas redevables aux électeurs. Ils sont plutôt redevables à M. Ouattara qui les désigne comme candidat. Voyez-vous, sinon ces députés n'allaient pas faire voter de ces lois-là qui vendent la pièce d'identité à 5 000 francs aux Ivoiriens, sachant bien le niveau de vie des Ivoiriens. S'il vous plaît, pour nous, nous avons un candidat, et je vous l'ai dit, le meilleur, qui aujourd'hui voudrait faire sortir la Côte d'Ivoire de ces tableaux rouges où Ouattara les a conduits, l'a conduit du moins. Ouattara a conduit la Côte d'Ivoire sur un tableau où on tasse le pays aujourd'hui d'un pays, premier pays de blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes sur un tableau rouge où la Côte d'Ivoire est taxée d'un pays où le trafic de drogue est très élevé. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, on demande que les ressortissants ivoiriens n'y partent plus. Alors, ce travail dont vous taguez tant, conduit la Côte d'Ivoire à la dérive. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam vient aujourd'hui pour ne pas que les Ivoiriens, la jeunesse, soient au rang des demandeurs, au premier rang des demandeurs d'asile. Merci beaucoup. Pour ne pas que les Ivoiriens s'offrent en holocauste en traversant l'océan à la recherche d'un lendemain meilleur. S'il te plaît. Si le travail de M. Ouattara a conduit la jeunesse à fuir la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Et la solution à tout ça, c'est bien Cheikh Tidiane Thiam. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Elisa Dramé Koulibaly, M. Kone Mebra et Nestor Daï, ainsi que M. Samba David sont donc les 4 invités pour ce débat autour de la question de la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ma question va maintenant s'adresser à M. Daï Nestor. Est-ce que finalement cette candidature-là vient renforcer l'opposition ivoirienne? C'est la même que j'avais posée à M. Kone Mebra. Oui, merci. Je crois que tout naturellement, cette candidature vient donc renforcer l'unité de l'opposition ivoirienne. Parce que tous les partis de l'opposition ont condamné ce quatrième mandat
le chef de l'État candidat à sa propre succession. Donc je crois que de ce point de vue, l'opposition est désormais unie. En dehors même de la candidature de M. Alassane Ouattara, il y avait déjà d'autres points qui étaient donc tels que la révision de la liste électorale, tels que donc voilà, la révision de la liste électorale avant les élections, beaucoup d'autres points énumérés dans le Front commun, partagés même par les autres partis de l'opposition. Donc la série sur le gâteau aujourd'hui, c'est le 4e mandat. L'opposition est donc unie et renforcée et donc a des arguments nécessaires pour donc affronter, je crois, que la dernière trajectoire avant les élections de 2025. Est-ce que vous pensez que le Front commun pèse devant le régime du RHDP? Oui, le Front commun pèse devant le régime du RHDP. D'ailleurs, le RHDP a peur de cette union du PDCI, du PPACI. Ça effraie le RHDP. On a sa représentation sur le plateau. C'est pour cela que les militants du RHDP craignent la perte du pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils appellent leur chef à violer la Constitution. Vous avez peur? Je voudrais d'abord parler un peu des deux partis du Front commun. Nous avons le PPACI avec le président Laurent Gbagbo qui avait dit aussi en son temps qu'après 70 ans, on n'est plus apte à gouverner. Il l'a dit. Parce que quand on sort du juridique, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui est apte, on va aller sur l'aspect moral. Je pense que c'est plus intéressant d'aller sur ce paradigme-là. Moral, là, on pourra parler. Et là, il a dit, après 70 ans, on n'est plus apte. Donc, il a revu sa position, nous le comprenons, nous ne critiquons pas cela. Au sein du PPACI, il y a énormément d'antagonisme. Nous avons d'abord, au départ, c'était le FPI, le président Gbagbo, quand il est revenu de la CPI, il a été incapable de réconcilier son parti. Il y a 4 démembrements aujourd'hui, COGEP, etc. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a Domelo aussi qui se retire. Excusez-moi, ma question, je reviens à votre question. Ma question, c'était de savoir, s'il vous plaît. Si vous permettez, s'il vous plaît. La question, c'était de savoir, M. Dey Nestor accuse le RHDP d'avoir peur du Front commun qui rassemble donc le PDCI, RDA et le PPACI. Est-ce que c'est le cas? Donc je dois dire oui ou non, c'est ça? Non, je vous dis pas. Je vous explique pourquoi c'est pas possible qu'on ait peur de cela. D'accord, donc je vous explique. Alors si je ne vous explique pas comment c'est fragmenté, comment ces parties-là sont en déliquescence, pour que vous compreniez qu'on ne peut pas avoir peur de ce genre de Je comprends mieux, je vous laisse la parole alors, allez-y. Voilà, quand vous posez, je suis enseignante, j'ai une démarche pédagogique. Quand vous me laissez parler, vous saurez à la fin pourquoi je fais cette démarche. Allez-y, madame. Donc nous avons le PPACI en déliquescence, aujourd'hui Domelo qui part aussi. Alors, ce genre de parti-là, de vous à moi, qui peut en avoir peur? Qui ont leur propre demande, qui ont des antagonismes, qui ont... la dernière fois, tantôt on va marcher, tantôt on ne veut pas marcher. J'ai reçu un courrier, je n'ai pas reçu, il y a un désordre total au PPACI. Alors ce genre de parti, ce n'est pas le RHDP structuré, avec un président, un grand leader, avec autant de députés à l'Assemblée nationale, autant de maires, autant de sénateurs, autant de conseillers régionaux. Mais le RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir peur de ce genre de parti. Alors, il fallait que je vous explique tout ça pour que vous compreniez à quel point on peut avoir peur de quelqu'un, mais pas le PPACI. Encore moins le PDCI, où M. Billon, en train de faire son parrainage tranquillement, il y a eu autant de procès. Leur leader, la dernière fois, vous avez vu l'interview, je ne citerai pas la chaîne pour ne pas faire de concurrence, mais c'était désastreux. Et aujourd'hui, peut-être il va encore insulter l'ONU. On nous reviendra sur le chapitre. Madame Dramé, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Monsieur Samba David, est-ce qu'on a un front commun qui est capable, enfin, qui a certainement peur du président Alassane Ouattara? Non. D'abord, ces candidats pris individuellement, ces leaders, les présidents des partis qui composent le front commun, ces présidents pris individuellement font peur à M. Ouattara. Et c'est ce qui explique leur retrait de la liste électorale. Pris individuellement. S'ils n'avaient pas peur d'eux, il tient aujourd'hui le levier pour que ces condamnations politiques-là, ou bien politico-judiciaires-là,
soient levés et ils les affrontent. Mais depuis qu'il est candidat, depuis qu'il dirige la Côte d'Ivoire, il refuse de les affronter. Et que madame sache, parce que souvent il y a aussi des enseignants qui refusent d'être enseignés. Et là, c'est un souci. Il faut qu'elle sache que M. Ouattara est aujourd'hui au pouvoir grâce au PDCI-RDA, qui a appelé ses militants au deuxième tour à voter pour M. Ouattara. Parce que le président Bédié l'a fait de bonne foi. Il faut qu'elle le sache. C'est pour cela qu'on doit prendre l'appareil. Alors, le PDCI-RDA n'est pas n'importe quel parti. Les candidats que nous avons dans le Front commun sont des personnes de référence. Il a déjà cité les références concernant le président Gbagbo, et moi je continue de citer les références concernant le président Cheikh Diantiam. C'est lui qui fait peur à M. Ouattara. Et dans les coulisses, on entend dire, ce monsieur-là, il ne sera jamais candidat, parce qu'il a peur de lui. Revenons au Front commun. Il fait peur à Regardez. Il ne fait pas peur à Laurent Gbagbo. Non, nous avons pour adversaire commun M. Ouattara. Oui, je sais. Nous avons pour adversaire commun le RHDP. Alors, non, regardez d'abord. S'il fait seulement peur à M. Ouattara. Non, il n'est pas pour l'instant adversaire à M. Laurent Gbagbo. Notre adversaire, le Front, notre adversaire, c'est M. Ouattara, qui lui voudrait conserver le fauteuil au mépris de la Constitution. Et c'est contre celui-là que nous allons pour l'heure. Le Front commun fait peur déjà. Le Front commun. Parce que M. Ouattara que nous connaissons, vu qu'il a été sollicité par ses militants le 21 ou le 22 juin, n'allait pas se priver de cette joie-là de dire devant les 100 000 personnes que j'ai accepté votre alliance, je suis candidat. Non. C'est parce que le Front commun l'a amené à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Front commun, c'est l'existence du Front commun qui a amené M. Ouattara à prendre un mois de réflexion pour enfin dire ce à quoi on s'attendait. Donc le Front commun ne peut pas, M. Ouattara ne peut pas effrayer le Front commun. D'ailleurs, regardez notre marche qui vient d'être interdite. C'est la peur. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Monsieur Koné Mebra, finalement, on sent beaucoup de tension même sur le plateau, et c'est ce qui se reflète en société. Est-ce qu'il y a des risques démocratiques, bien entendu? Ce sont lesquels si cette élection-là se rejoue finalement entre les mêmes candidats, entre les mêmes visages? Alors, est-ce qu'il y a des risques? Je n'ai pas bien compris votre question. Des risques d'affrontement ou des risques d'affrontement? Voilà. Vous savez, dans chaque État, il y a ce que j'appelle des partis traditionnels qui guident et qui définissent le processus politique d'un pays. On ne peut pas, en Côte d'Ivoire, méconnaître l'importance du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. On ne peut pas méconnaître, j'allais dire, la richesse politique du point de vue de la construction ou de son apport dans la construction démocratique du pays, du Front populaire ivoirien et aujourd'hui du Parti des peuples africains. Alors, donc, quand on a dit ça, ça nous permet d'établir la réalité du poids politique de chaque entité politique. Il est clair que le rassemblement démocratique, le RHDP, des Oufouettis, au regard de son engagement, au regard j'allais dire, des chiffres officiels, tels que les députés à l'Assemblée, tels que le Sénat, ce sont des maillons importants pour déterminer la situation politique d'un parti. Quand on regarde ces maillons, on ne peut pas méconnaître la force que le RHDP a. Mais à côté de cela, nous n'oublions pas également que le PDCI-RDA, au regard de son score politique en 2010, arithmétiquement, le RDA avait estimé
que l'alliance avec le PDCI rendrait impossible la victoire du Front populaire ivoirien. Quand on a dit ça, on ne peut pas dire que si le candidat du RHDP reste ferme dans la posture de ne pas ouvrir un dialogue inclusif et de favoriser une élection inclusive, il n'y aurait pas de risque. J'ai dit non. Laurent Gbagbo, c'est une figure importante de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, c'est une personnalité importante, n'est-ce pas, de la vie de la politique. Tant de par ses origines que de son statut actuel et de la représentation également de son parti politique. Donc, si nous voulons éviter les risques d'affrontement, il va falloir que nous ayons une approche réaliste de ce que nous sommes, d'où nous venons et de ce qu'il faut éviter. Ce que nous sommes, c'est qu'en Côte d'Ivoire, chaque fois que certains partis se sont mis ensemble pour aller contre un autre parti, arithmétiquement, ça a été toujours difficile pour le parti non allié de gagner les élections. Alors, nous et si on s'en tient à ce contexte, le RHDP doit, pour ma part, il est de l'intérêt du RHDP d'ouvrir le débat démocratique. Peut-être qu'en ouvrant le débat démocratique, vous me permettrez de chuter sur ça, peut-être qu'en ouvrant le débat démocratique, ça permettrait à chaque parti de rapidement reconstituer son autonomie politique et cela pourrait peut-être même arranger le RHDP. Voilà. Merci, merci M. Koné-Mebra. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de la discussion autour de cette question de la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara. On va faire un tour de table. Je vais permettre à chacun d'entre vous, en 1 minute, de tirer une conclusion sur le sujet. Madame Dramé Coulibaly. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette candidature? Je répète encore. C'est un débat juridique. On ne vient pas sur un plateau pour penser tirer des conclusions de débats juridiques. C'est le Conseil constitutionnel. Le RHDP, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont de nombreux députés, maires, etc. Nous sommes représentés partout. Le RHDP n'a aucun problème de représentativité. Et quand on parle de justice et de juridique, on ne peut pas dire, malgré... quand bien même tel ou tel candidat ne soit pas apte, ne soit pas éligible, il faut quand même qu'on inscrive. Moi, je suis curieuse de savoir juridiquement comment on peut soulever les noms de quelqu'un venu déposer. Sans mesure juridique. Ils nous expliqueront. Et donc, il y a de nombreux Ivoiriens, des Ivoiriens qui ont perdu leurs droits civils. Il y a des Ivoiriens comme Tioté Richard qui ont subi l'article 48. Ce n'était pas la fin du monde. Alors, personne n'est au-dessus de la loi. Aussi, telle ou telle personne. Vous avez 20 secondes, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas qu'on vienne nous dire que tous les Ivoiriens doivent le faire, ou alors qu'on fasse des exceptions, ça serait injuste. Merci beaucoup, Mme Dramé Coulibaly. Votre dernier mot autour de la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara est un candidat qui veut forcer ou continuer de violer la Constitution. Et comme l'a dit le frère Daï Nestor, c'est un autre coup d'État qu'il fait à la Côte d'Ivoire. Mais pour rappel, il y a ici en Côte d'Ivoire des gens qui n'étaient pas éligibles. Et lui, il a dit, le code électoral avait été créé pour écarter certaines personnes. Donc lui, comment il s'est retrouvé candidat en 2010, madame l'enseignante? J'ai un souci non, mais j'ai un souci. Non, quand j'ai un souci avec vous. J'ai un souci avec vous. Quand vous oubliez le passé de notre pays. Monsieur Sambadavi, j'ai un souci. Écoutez-moi. Alors, ce n'est pas vrai. Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, il nous reste encore. Mais j'ai la parole. Madame Dramé. En fait, s'il vous plaît, monsieur Samba, on est. Vous m'avez... Nos discussions doivent porter autour de 3 sujets importants. On tend vers la fin de la première qui est donc relative à la candidature du chef de l'État. Je vous accorde 10 secondes pour conclure sur le sujet, s'il vous plaît. 10 secondes. C'est encore un coup d'État, comme je le dis. Et nous n'allons pas permettre, les Ivoiriens ne vont pas permettre que notre constitution
soit violée pour une seconde fois. Merci beaucoup, M. Daïnes. On va terminer avec vous. Enfin, 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, merci. Je voulais juste dire. Ne rentrez pas dans je ne rentre polémique. pas. Allez directement, je s'il voulais vous plaît. juste dire qu'effectivement, l'opposition est plus que unie et forte. Et elle est bien forte en 2025 pour prendre le pouvoir d'État. Le RADP dont on parle là est totalement affaibli. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Alassane Ouattara et c'est pour ça qu'ils ont violé la Constitution. Parce qu'en 2010, ils avaient le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI n'est plus avec eux. En 2010, ils avaient Soro Guillaume et la rébellion. Soro Guillaume n'est plus avec eux. En 2010, ils avaient le MFA. Anaki n'est plus avec eux. En 2010, ils avaient Vaudier. Vaudier n'est plus avec eux. Ils sont affaiblis. C'est eux qui sont affaiblis. Et je vais dire, l'opposition, ceux qu'elle appelle qui sont sortis de nous, ils sont-ils allés au RADP? Sont-ils allés au RADP? Je ne crois pas. La question reste en suspens. On va finir avec vous, M. Koné Mebra. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans ce scrutin à venir? Il faut rechercher la préservation des acquis démocratiques. Et comment? Il faut faire en sorte que l'élection soit inclusive. Le RHDP a appelé de tout son vœu la candidature de M. Alassane Ouattara parce qu'ils estiment que de toutes les personnalités en leur sein, M. Alassane Ouattara représenterait une personnalité assez influente, tant au sein de son parti que de sa statut d'homme d'État. Alors, quand on a cette approche, il faut également permettre, pour être juste dans son analyse et dans son approche des choses, permettre également aux autres formations politiques de permettre à leurs champions de compétir pour rendre le scrutin légitime et obtenir un président qui soit accepté de tous. Merci à M. Koné Mebra. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, dans le débat de cette info le soir week-end, pendant que la candidature d'Alassane Ouattara occupe le devant de la scène, un autre front s'ouvre, cette fois sur le terrain judiciaire. Le bras de fer entre Tidjane Thiam et l'État ivoirien se poursuit bien entendu à l'international. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU invite donc la Côte d'Ivoire à garantir ses droits sans pour autant accéder à cette demande de mesures provisoires. En toile de fond, il y a donc la bataille pour la réinscription sur la liste électorale. Mesdames et messieurs, donc on en parle dans ce débat. Ma question première est adressée à M. Samba David, qui est donc le représentant du PDCI RDA sur ce plateau. Finalement, comment est-ce que votre parti a accueilli cette réponse partielle du Comité des droits de l'homme de l'ONU? Est-ce un soutien ou encore un revers? Non, nous avons accueilli cette information avec joie. C'est un soutien. Avec joie parce que M. Tidjane Thiam se présente en homme de paix en ce moment. Et c'est un homme de paix. Là où ses droits lui ont été privés, il a préféré saisir une institution internationale pour dire, voici dans mon pays, on me refuse mes droits. Pour que la justice internationale tranche. Et cette commission des droits de l'homme de l'ONU vient de dire que jusqu'à ce que ce dossier soit clos, il faut permettre au président Cheikh Tidjane Thiam de jouir de tous ses droits. Quand on a parlé de droits politiques, cela a été signifié, c'est-à-dire en vertu de l'article 25, pour dire qu'il faut lui permettre non seulement d'être président de parti, mais qu'il soit électeur et qu'il soit élu, éligible. Voici, donc pour nous, c'est une joie. C'est une joie et nous croyons vraiment à cette justice internationale qui va amener M. Ouattara, qui fait de lui aujourd'hui, qui fait de notre justice aujourd'hui un allié, qu'il comprenne que hier, cette même décision internationale s'est appliquée dans certains pays et cela a permis de lever l'équivoque. Il n'a pas besoin de dire à l'opinion internationale que le droit politique se limite à la gestion d'un parti politique, comme l'a dit son porte-parole hier. Non, c'est noté. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est encore un échec de M. Ouattara
en ce qui concerne le tribunal international. Parce qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire a été opposée à une justice internationale, la Côte d'Ivoire a toujours échoué. Voilà. C'est seulement en Côte d'Ivoire, ici, que le régime Ouattara excelle au tribunal du plateau. Mais quand il s'agit d'un tribunal international, le gouvernement ivoirien a toujours fléchi. Alors, le RHDP est indexé. Je vais donc me retourner vers Mme Elisa Dramé Coulibaly. Le gouvernement ivoirien assure que les droits de Tidjane Thiam sont garantis. On l'a découvert donc au travers de son porte-parole, le ministre Amadou Coulibaly. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le comité de l'ONU, finalement, demande des mesures supplémentaires? Il faut remettre les choses dans la vérité. Ce qui est important, parce que moi je suis RHDP, PPAC, etc. Chacun a son parti politique, chacun va défendre sa chapelle. Ce qui est important pour l'image de nos partis, c'est de dire la vérité. Dites-nous. Dites juste la vérité. Et vous l'avez signalé, vous avez dit qu'il a été débouté sur le volet inscription sur la liste électorale. Mais lui, il dit le contraire. Bon. Ils ont leur vérité, ils vivent dans un monde parallèle. Mais simplement, ce qui s'est passé, Tidjane Thiam, président du PDCI, a fait un courrier à l'ONU demandant son inscription dans un, on va dire, à titre provisoirement sur la liste, c'est une demande provisoire, sur la liste électorale. C'est ça le fondement de sa demande. Il n'est pas allé demander est-ce que politiquement, etc. Il a été précis. Il a demandé qu'on l'inscrive sur la liste électorale. À cela, l'ONU a répondu. D'abord, l'ONU a envoyé le courrier à l'État de Côte d'Ivoire, qui a répondu en expliquant, en faisant toute la genèse. Et c'est comme ça que l'ONU donne le courrier que vous voyez. C'est la réponse à l'État de Côte d'Ivoire qui leur a envoyé ce courrier. Dit quoi? Eh bien, qui leur a envoyé ce courrier. Franchement, tout ça pour non, mais le courrier dit quoi? Pour ne pas que la vérité se sache. Non, il faut nous éclairer. Le courrier dit quoi? Mais si j'arrête de parler, en ce moment, on me pose des questions. On va la laisser terminer. Vous avez fini de tronquer les faits, laissez qu'on retranscrive pour que l'opinion comprenne. Poursuivez, s'il vous plaît. Parce que trop de mensonges, c'est cela qui envoie aussi des étincelles. Poursuivez, s'il vous plaît. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, qui répond le 16 juillet, ce que vous voyez dans le courrier de l'ONU, à l'ONU pour dire voici exactement ce qui s'est passé. Et l'ONU refait ce courrier pour dire ce que Tidjane Thiam a demandé à titre provisoire, c'est-à-dire l'inscription sur la liste électorale, ce n'est pas possible. Mais nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de le mettre dans ses droits politiques. Les droits politiques, c'est quoi? On peut en parler, hein. Il est président de parti. À la prochaine RLE, il sera inscrit éventuellement. Il peut aller et venir. Voilà. Maintenant, il parle de l'article du pacte... Pardon? La commission propose la date de janvier 2026. La commission des droits de l'homme de l'ONU a dit, et fort de tout cela, il faut savoir que ce n'est pas le premier, hein, ce n'est pas parce que c'est Tidjane Thiam que ça se passait autrement. En général, même pour analyser les dossiers, les courriers qu'ils reçoivent, le comité des droits de l'homme de l'ONU prend au moins 6 mois. Et quand il finit, il faut bien que l'autre partie aussi donne son explication. C'est pas parce qu'on est trop Tidjane Thiam, bon, il a dit, on ne demande pas à l'autre ce qui s'est passé. C'est tout un processus. Ça prend au moins 6 mois pour examiner. Et ça peut aller de 2 ans à 5 ans pour donner un verdict. Et si vous voyez dans le courrier, c'est marqué le 8 janvier 2016. Ils ne sont même pas encore dans le fond comme dans la forme. Mais ce qu'il a demandé à titre provisoire, ce n'est pas possible. C'est clair, c'est écrit. Merci beaucoup, Mme Coulibaly. Alors, je vais me diriger maintenant vers M. Dey Nestor. Vous faites le front commun avec le PDCI RDA. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que la situation que traverse Tidjane Thiam fragilise ce front commun-là? Non, la situation que traverse le président Tidjane Thiam renforce notre cohésion, puisque ça fait partie de nos revendications. Il faut que Tidjane Thiam soit sur la liste électorale. Donc je crois que nous allons créer toutes les conditions diplomatiques, politiques réelles pour que Tidjane Thiam soit sur la liste électorale. Je crois qu'il ne faut pas qu'on attende que la situation pourrisse d'abord avant de réagir. C'est ça que le problème en Côte d'Ivoire et en Afrique. N'attendons pas que les choses pourrissent. Vous voyez, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo en 2010 a pris l'article 48 pour faire de M. Alassane Ouattara candidat. Et les gars du RHDP disent quoi? Il était contré par les armes. Ils veulent envoyer des gens à prendre des armes pour faire des petites choses qu'on peut faire avant d'aller aux élections.
C'est des questionnements que les gens se posent. À un moment donné. Sauf sur le courrier. À un moment donné. Non, c'est ce courrier que je parle. Parce que Thiam, là, on dit qu'il est juge de ses droits, mais il ne peut pas être candidat, il ne peut pas marcher, puis on banalise ça. Mais c'est ça qui est en train de... D'après vous, l'ONU a... là où nous sommes, la situation est encore... On n'est pas encore arrivé aux élections, il n'y a pas encore de mort d'homme. L'opposition demande simplement un dialogue politique pour que ces leaders soient inscrits sur la liste électorale et que tranquillement on parte aux élections. L'opposition dit que M. Alassane Ouattara, pour un 4e mandat, la Constitution ne lui permet pas. Il a parlé d'une demi-douzaine de cadres. Vous voyez, chaque 5 ans, on va rester dans les troupes. On revient sur l'ancien sujet. Je vais retourner vers M. Kone-Mebra. Okay. Finalement, on assiste comment dire ça, à un rejet de mesures provisoires. Est-ce que ça signifie finalement une victoire juridique du gouvernement ivoirien? Alors, avant de répondre à la question que vous me posez, vous me permettrez d'établir la signification de la démarche et du rôle même que joue l'instance du Comité international des droits civils et civiques. Alors, vous savez, le Comité international des droits civiques et civils est la plus haute instance de la défense des droits de l'homme dans le monde entier. Et ce comité-là a pour instrument ce qu'on appelle le pacte civil et civique. Lorsque un citoyen dans le monde entier estime que ses droits civils ou civiques, politiques sont violés, les instances internationales des droits de l'homme permettent à cette tierce personne de la saisir. Et c'est cette démarche-là que M. Tidjane Thiam a faite. Maintenant, dans le principe de fonctionnement de ce comité, lorsque vous introduisez une requête, il revient à ce comité-là de saisir le gouvernement, s'il est membre, n'est-ce pas, s'il a ratifié la convention, de lui présenter la requête et de demander ses observations. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait ses observations. Comme dans la requête de M. Tidjane Thiam, il avait été émis l'urgence de sa réintégration sur la liste électorale. Le Comité international des droits de l'homme a enregistré la demande. Donc, dans la forme, ça signifie que le comité a accepté de traiter le cas sur la forme. Maintenant, comme dans sa demande, il y avait une urgence, le comité, après avoir reçu les observations de l'État de Côte d'Ivoire, a estimé que l'État de Côte d'Ivoire, d'abord que M. Tidjane Thiam est en droit d'être reconnu comme un citoyen et que ses droits politiques devraient lui être reconnus. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que cette instance-là n'a pas de pouvoir de contrainte. Voilà. C'est des instances qui se résument sur le principe volontaire. Parce qu'en droit international, chaque État n'est pas, j'allais dire, contraint de se soumettre aux recommandations qui sont formulées par le comité. Parce que je rappelle que le Comité international des droits de l'homme formule des recommandations. Et ces recommandations ne sont pas opposables. S'il vous plaît, vous allez avoir... Est-ce qu'on a dit d'inscrire le nom de vous allez avoir la parole. Je vais vous la donner. Et les recommandations de ce comité ne s'imposent pas à l'État. Alors finalement, le comité demande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires. Est-ce que cela suggère, par exemple, que les droits ne sont pas totalement garantis? Quand on lit la décision du comité, on peut penser que la recommandation du comité est, j'allais dire, ambiguë. Vous m'excuserez de le dire ainsi. Parce que le comité dit, M. Tidjane Thiam demande que ses droits politiques lui soient reconnus. Le comité dit, M. Tidjane Thiam, on doit reconnaître ses droits politiques. Mais en même temps, sur la question, le comité dit à l'État de Côte d'Ivoire qu'il faut reconnaître à Tidjane Thiam ses droits politiques. Mais le même comité dit que, comment on appelle ça, j'oublie le mot là, qu'il faut reconnaître, voilà, qu'il faut reconnaître son droit politique, mais que la mesure de reconnaissance de l'inscription de son nom sur la liste électorale n'est pas rejetée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement et clairement que l'ONU dit, Monsieur Tidjane Thiam, on est d'accord que vos droits vous soient reconnus, mais dans l'immédiat,
vous ne pourrez pas vous faire inscrire sur la liste. Justement, Madame Dramé, on vous a entendu réagir, je reviens vers vous. Oui. Est-ce que le recours de Thiam à l'ONU est vu finalement par votre camp, est vu par le RHDP comme une contestation aux institutions ivoiriennes? Non, pas du tout. C'est un droit. Tout citoyen peut aller... c'est pas le premier. Pour vous, c'est légitime. C'est légitime. Maintenant, nous sommes droits dans nos bottes. L'État de Côte d'Ivoire est droit dans ses bottes. Mais tout ce que nous déplorons, c'est, disons, la manipulation, ce qui n'est pas la vérité. Voici pourquoi j'insistais. Lui, il est juriste. Qu'il dise que ce que le monsieur a dit, c'est pas ça. On dit, l'ONU a dit clairement, cette mesure provisoire est rejetée. C'est rejeté. Donc, ne venons pas faire croire aux populations que l'ONU a donné raison, mais l'État de Côte d'Ivoire refuse d'inscrire le nom. C'est ça qui envoie les problèmes. Faire croire que, alors que ce n'est pas le cas. Les droits politiques dont on parle, il faut peut-être pouvoir définir, parce que dans la Constitution, je ne sais pas dans quel alinéa, c'est marqué droits politiques. On peut comprendre que ça fait partie des droits civiques et civils, tout ça c'est dans le droit politique. Le pacte de l'ONU, en son article 25, le dit être électeur, et tout ça c'est cité comme il vient de le dire. Mais être électeur, il y a des critères. N'est-ce pas? Chaque pays a donc il considère que si le pays a décidé qu'il est électeur, il entre dans ce pacte de l'article numéro 25, de pacte de l'ONU de l'article numéro 25. Il entre là-dedans. Monsieur Thiam ne rentre pas là-dedans. Il n'est pas électeur. Et moi, je gage de ce que, fort de la réponse de l'État de Côte d'Ivoire, en expliquant tout dans les détails, mais l'ONU a pris ses responsabilités. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire peut ne pas dire la vérité. L'ONU se donne le temps d'enquêter et c'est seulement en janvier que... Alors pour vous, le projet... Non, ils pourront même aller dans le fond du sujet. Parce qu'on n'est même pas encore dans le fond du sujet. Pour vous, le projet, le duel, je vais l'appeler comme ça. Les droits politiques, là, ça, ce sont disons, les dispositions de l'ONU de façon générale. Est-ce qu'on doit comprendre que le duel... Le cas de Thiam n'a pas été traité, ça a été dit dans le programme. Est-ce qu'on doit comprendre que pour vous, pour le RHDP, le duel Ouattara-Thiam est un dossier clos? Mais il s'est disqualifié lui-même. Il doit s'en prendre qu'à ses propres turpitudes. Voici quelqu'un qui arrive en Côte d'Ivoire, il a la double nationalité. Il nous dit récemment dans une interview que lui, il ne connaît pas la constitution ivoirienne. C'est grave. Tu viens, tu veux te présenter à des élections, tu ne connais pas, tu ne prends pas soin de lire la Constitution, même si tu ne peux pas lire parce que tu n'es pas juriste, mais tu as un groupe d'avocats. Lui-même dit que le RHDP a pris 10 avocats experts et que lui, ses avocats n'ont rien foutu. Entre griffes, hein, c'est ce qu'il a dit. Et il passe son temps à dire que ces militants font n'importe quoi. Il insulte ici, il insulte là. Merci, madame Dramé. Alors, de façon très sincère, on fait face à une réalité. Le nom de Tidjane Thiam ne figure pas sur la liste électorale, celui de Laurent Gbagbo non plus. Est-ce que le PDCI-RDA envisage un plan B en cas d'inéligibilité de votre président de parti? Merci bien. Je voudrais ici dire à tout le monde que quand un document est donné, il faut le lire entièrement. Le document dit qu'il faut permettre au président Tidjane Thiam d'exercer ses droits politiques en vertu. C'est-à-dire, on prend un article comme référé en vertu de l'article 25 du pacte. Et on cite maintenant l'article. L'article dit quoi? L'article dit « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination, de prendre part à la direction des affaires politiques, soit directement ou de façon indirecte, par des personnes qu'il a choisies librement. » Et on dit de voter et être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel. Voici ce que dit le document. En vertu, c'est-à-dire les droits politiques en vertu de l'article 25. Et l'article 25 définit maintenant ces droits-là. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sur le même document que nous avons lu. Pour le moment, alors, nom ne figure pas sur la liste électorale. Sur la question, le temps est en train de courir. Non, sur la question, très rapidement à la question. Non, au PDCI, il n'y a pas de plan B. D'accord. Et ça, nous le disons toujours. Même si jusqu'au 26 août, le nom de Tidjane n'est pas sur la liste électorale. Au PDCI, nous n'avons pas de plan B. Pour nous, là où certaines personnes ont eu recours à la violence pour être éligibles, nous,
nous avons toujours recours à des méthodes pacifiques. Vous voulez parler Et de qui quand vous parlez de violence pour être éligible? Mais nous avons vu que certains, les vidéos sont encore là. On pris les armes pour que M. Ouattara soit candidat. Et les vidéos sont encore là. Et nous au PDCI, nous ne sommes pas nourris à ce lait de violence-là. Nous sommes pour un parti de paix, nous sommes un parti de paix et pour un pays de paix. Nous avons recouru à l'ONU. Et nous allons toujours recourir encore aux moyens légaux démocratiques pour que ces deux candidats-là, qui constituent le Front commun, soit sur la liste électorale, sans que nous demandions aux gens de prendre les armes. Et que feriez-vous justement si jusqu'au 26 août 2025, le nom de Tidjane Thiam ne figure pas sur cette liste électorale? Nous allons déjà commencer les protestations démocratiques. Déjà, dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août, nous allons, dans le Front commun, organiser une marche nationale. On aura l'occasion d'en parler. Pour dénoncer cela. Mais pour dire qu'au PDCI, je voudrais vous rassurer, et pour parler comme mon frère Maître Dagué, je voudrais vous mettre à l'aise. Au PDCI, nous n'avons pas d'autre plan que le plan A, qui est celui de Cheikh Tidjane Thiam. Est-ce que c'est le même avis qui est partagé au sein du PPACI? Est-ce que la candidature de Tidjane Thiam, on voit qu'elle est bloquée. Est-ce que le PPACI serait prêt à reprendre la direction de l'opposition? Je n'ai pas bien compris. Le PDCI RDA ne voit pas le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. On sait que Laurent Gbagbo n'a pas encore donné un courrier à une quelconque institution internationale. Ma question, c'est de savoir si la candidature de Tidjane Thiam est toujours bloquée. Est-ce que votre parti politique est prêt à reprendre la direction de l'opposition? Bon, nous sommes dans l'opposition. Et le PDCI, nous sommes dans un front commun. Et le front commun, il a pour objectif de créer les conditions d'élections justes et transparentes. Et le Front commun travaille à cela. Nous sommes en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Nous sommes des hommes. Le pays nous appartient, nous tous. Il y a des institutions qui sont mises en cause. Des institutions qui vont organiser des élections qui sont mises en cause. Il faut que l'opposition demande un dialogue politique. Il faut qu'on s'asseye pour parler des élections à venir. Il est préférable qu'on s'asseye avant, où il n'y a pas encore de catastrophe, où il n'y a rien, qu'on s'asseye pour parler et qu'on puisse définir les règles de jeu avant les élections, au lieu de déplorer, ou au lieu de rester sur des tas de morts et autres. Elle dit qu'en 2020, par exemple, il y a eu 100 morts. Et après les 100 morts, c'est là que le président Ouattara s'est retrouvé à l'hôtel de golf avec le président Bédié pour discuter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020. Or, bien avant, ça pouvait se passer. Aujourd'hui, il est encore temps. Nous appelons donc tous ceux qui peuvent encore aider la Côte d'Ivoire à aider la Côte d'Ivoire. À aider la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'on arrive à des élections violentes. Puisque le 4e mandat, déjà, il est source de mal. En 2020, il a fait déjà 100 morts. En 2020, le 3e mandat a eu des têtes coupées avec lesquelles on a joué au football à Daoukro. Que nous réserve le 4e mandat? Il faut ouvrir un dialogue politique. Alors, le temps qui nous est imparti est en train de permettre qu'on aborde... Il faut ouvrir un dialogue politique. Il est encore temps. Le président Laurent Gbagbo dit, asseyons-nous et discutons. Monsieur Dainestor, nous sommes des Ivoiriens. On va tourner... S'il vous plaît, asseyons-nous et discutons. Mais je vais lui dire que le jour qu'on m'invitera pour parler de Dombelo, on en parlera. On aura l'occasion. Mais ce n'est pas vous qui donnez la parole. La régie est en train de m'annoncer qu'on tire allègrement vers la fin de ce débat. On aura 3 minutes très rapidement pour aborder la question du Front commun. Elle était prévue, enfin la marche était prévue pour le 2 août 2025. À la rencontre, lorsque vous avez rencontré justement le préfet d'Abidjan, l'information qui est tombée, c'est que cette marche a été annulée. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Parce qu'après, on a écouté M. Koné Katinan qui lui parle de report. Ok, merci. Je crois que c'est des thèmes administratifs. Effectivement, le Front commun a été créé et pour les sujets dont je viens de parler, pour demander un dialogue politique avant les élections, nous avons décidé de donc faire une marche pour le 2 août, c'est-à-dire demain. Et le préfet d'Abidjan nous a reçus. Il y avait le camarade Sama David, il y avait moi, il y avait Diaw Foué, et puis un autre camarade. Nous sommes allés à la discussion. Le préfet, puisqu'on a adressé, nous sommes une opposition républicaine, et civilisée. Nous sommes une opposition civilisée,
nous respectons les institutions de ce pays et les personnalités qui les incarnent. Donc nous avons pris le temps d'écrire au ministre de l'Intérieur, au préfet d'Abidjan, aux forces de l'ordre, pour dire que nous marchions et nous avons défini une marche pacifique. Le préfet nous a donc reçus et il a lu le courrier qu'on lui a adressé. Il dit c'est à suite à cela qu'il nous reçoit. Et il a dit d'expliquer un peu les motifs de notre marche. Nous lui avons dit que non, le chef de l'État s'adresse à la nation le 6 août, veille de l'indépendance. Et donc, nous organisons cette marche pour lui dire qu'en s'adressant à la nation, qu'il comprenne qu'il y a des populations ivoiriennes qui ont des besoins, qui ont des revendications avant les élections de 2025. Et on les a cités. Il a dit, on entendait combien de personnes, nous avons dit. Il a dit, bon, écoutez, toute la Côte d'Ivoire est préoccupée à organiser la fête nationale. Il n'y aura pas assez d'efforts de l'ordre nécessaires pour encadrer votre marche, puisqu'elle va sur le boulevard Fouboigny à partir de Solibra jusqu'à la place de la République. Donc, les forces de l'ordre étaient à leur présence. Elles ont même pris la parole pour dire qu'elles sont en répétition à Boaké, tout le monde a Boaké. Et donc, le préfet d'Abidjan suggère que cette manifestation soit reportée. Alors, M. Daïnestor, ça on a bien compris. Je vais conclure tout en même temps. Je vous explique pourquoi. La régie est en train de me faire comprendre qu'il y a encore beaucoup de temps pour permettre le déroulement de cette émission. Très rapidement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que finalement, c'est reporté cette marche? Non, je viens. Quand on a fini ça, on a rendu compte à notre direction. C'est pour cela que hier, on a fait un point de presse avec Damana Picasso, le coordinateur opérationnel, avec Diaoufou et moi-même. Nous avons fait un point pour dire que notre marche, initialement prévue le 2, a été reportée au 9 août. Est-ce que c'est validé justement par la préfecture d'Abidjan? Non, une marche n'a pas besoin de valider. D'accord. On a besoin d'informations. Notre constitution nous dit que pour occuper la voie publique, il faut informer. Merci. Pour que les forces de l'ordre viennent encadrer. Alors, très rapidement, c'est pour insuffisance des forces de l'ordre que nous avons accepté, puisque nous tous, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes républicains. La fête nationale n'est pas une affaire du RDP comme elle le prétend, c'est nous tous notre fête. Rendez-vous le 9 Donc, août après la fête nationale, c'est ce qu'on doit comprendre. Ils vont venir voir que la majorité a marché. En 30 secondes, vous permettez, je m'en excuse, mais on est obligé d'arrêter le débat, mais je vais me permettre en 30 secondes pour pointer en La Cour africaine des droits de l'homme a débouté le président Gbagbo parce qu'il a fait la même demande aussi, ça il faut le savoir. Il a fait la même demande, il a été débouté sur son ajout sur la liste électorale. C'est bon à dire. Ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, la marche prévue pour le 2 a été reportée. C'est une bonne chose, à mon avis. L'itinéraire, il doit être récalculé parce que il y a bien d'autres endroits où les gens peuvent aller marcher. S'il vous plaît, c'est mon avis personnel. Le préfet a donné son avis, même pour ma part, c'est pas indiqué. Et après cela, Damana Picasso, Odette Lourounion ont sorti des muscles, des discours musclés pour dire que cette marche aura lieu, etc. Dieu merci, la sagesse, la raison les a habités et après on nous a dit que c'est reporté. Alors puisse cette sagesse, cette raison habiter toujours tous ceux qui ont tous les acteurs politiques afin que les élections se passent normalement. Ceux qui sont éligibles iront aux élections. Les Ivoiriens, en toute conscience, iront voter, mais ce n'est pas pour une personne ou deux personnes que le pays va brûler. Merci beaucoup, Madame Dramé. Monsieur Kony, allez-y, s'il vous plaît, en 30 secondes. Je vous en prie. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, nous avons une culture politique en Côte d'Ivoire qui est celle de croire que, quelles qu'en soient les décisions de justice qui sont rendues, nous parviendrons toujours à trouver des accords politiques. Et je pense que c'est cette démarche qui a animé les acteurs politiques ivoiriens et qui, naturellement, a consacré, au moment du RDR, quand la candidature de M. Alassane Ouattara n'était pas légale et qu'il n'était pas éligible, au nom de cette approche politique, que des décisions ont été prises pour passer le droit. Parce qu'après tout, le droit, il existe pour les populations. Ce sont les populations qui sont, j'allais dire, bénéficiaires de l'effet que le droit produit. Si aller à une élection doit désavantager les populations parce que l'élection ne serait pas inclusive, pourquoi organiser une telle élection? Et quand on s'en tient à la culture politique qu'on a, autant le RDR n'a pas accepté de choisir un autre candidat que Alassane Ouattara. Parce qu'ils ont été convaincus que
on finira par aboutir à une décision politique. Aujourd'hui, le même contexte s'y prête avec le PPACI, avec le PDCI, qui estiment que leurs champions, les personnalités les plus habilitées au regard de l'influence, de l'historique, de l'expérience politique, qui soient à même de les représenter à cette élection, c'est M. Laurent Gbagbo pour le PPACI, c'est M. Tidjane Thiam pour le PDCI. Pourquoi alors, si on l'a fait hier, on ne pourrait pas prendre une décision politique pour permettre et prévenir un scrutin légitime, un scrutin inclusif qui garantisse la liberté et l'expression de l'opinion publique. Merci beaucoup. Je vais dire à M. Kone Mebra, à Mme Dramé Koulibaly, à M. Samba David, à M. Day Nestor. Je tiens à vous dire merci au nom de cette info d'avoir participé à cette émission. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouvera très bientôt pour un autre débat. Mesdames et messieurs, on reste ensemble dans cette info le soir week-end. Mais permettez qu'on revienne très rapidement sur les commentaires de nos différents internautes. Comme il est de coutume dans le débat cette info, justement, un tour sur les réseaux sociaux pour voir les réactions de ces internautes-là. Ils sont bien sûr très nombreux. Pour ceux qui ont retenu notre attention aujourd'hui, nous avons Célo de Conan. Mon commentaire est que le climat actuel inquiète beaucoup. Je voudrais que nos leaders politiques s'asseyent pour discuter et trouver un accord pour que la paix et la tranquillité reviennent dans nos cœurs. Soumaoro Zoumana, mon souhait qu'il inscrit tout le monde sur la liste électorale, organiser un face-à-face du débat sur le programme du gouvernement sur tous les plans entre les candidats. On verra bien évidemment qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Christian Ma Wilfried s'est également prononcé. Il n'y a pas commentaire. On veut que la paix. Une Côte d'Ivoire où on peut manger notre guéro en paix. Guéro pour dire donc garba, c'est d'attaquer le poisson. Et voilà, je tiens à vous dire encore merci. Mesdames et messieurs, on reste ensemble dans cette info le soir week-end. L'actualité continue et justement, nous allons recevoir dans quelques instants Rahima Diabaté. Mais avant, il faut retenir que Alassane Ouattara a tranché. En une phrase, il a relancé le jeu politique, cristallisé les tensions, redessiné les stratégies. Et voilà justement pour notre image de la semaine. Il faut dire que pendant que le terrain politique s'anime, le monde agricole lui aussi prend toute sa place dans l'actualité. Cette semaine, un chiffre a retenu l'attention des producteurs. Il s'agit donc de 310 francs CFA le kilogramme de coton, premier choix, 285 francs CFA pour le second. C'est donc un chiffre qui pèse lourd pour les revenus des cotonculteurs et c'est notre chiffre de la semaine. Et pour refermer ce chapitre de l'actualité avec un souffle d'émotion et de profondeur, place maintenant à notre voix poétique. Elle observe, elle ressent, elle dit tout haut ce que d'autres taisent. Voici Beckett, notre slameuse maison, pour un regard sensible sur le monde qui nous entoure. Suivez Beckett. Bonsoir Daniel. J'ajoute à mes écrits quelques litres contenant des mots de patrie pour étancher la soif de paix de l'Afrique. On ne veut plus entendre sous-développement, pour qu'elle atteigne l'émergence. On écrit des kilomètres et des kilomètres, mais l'Afrique garde ces mêmes distances. Même quand on parle des kilowatts et des kilowatts du langage courant, certains de nos endroits peuvent rester sans courant. Et si on nous appelle le peuple, c'est parce que c'est pas de tout qu'on est au courant. Je fais de mon écrit un monument, le développement vient en touriste. Peuple de Christ, pas opulent, c'est ce qui nous rend tout triste. Même quand on ne connaît pas son père, on tient un peu de lui. Donc quand je ne lui tends pas la main, elle coule avec moi quand même, ça me rend hystérique. Beaucoup de travail, des balles perdues ont une destination. Au point de départ, nous on périt avec notre détermination. Donc je vois cette femme. Ses lèvres sèches, son visage blafard. Ses fils falaches à la grecque et ricanent nous font subir une ablation cervicale. Chaque entaille d'elle est d'une valeur inestimable. Mais elle est minable, ses cheveux roux. Son air chelou. Vu sa maigreur, elle apparaît, telle une ossature recouverte de peau humaine. Elle se noie, mais elle a soif. Est-ce que reconstruire cette femme, c'est un mirage? Est-ce que rebâtir cette femme, c'est rebâtir dans le brouillard? Les prisons sont pleines, mais les violences s'accélèrent. Toujours les mêmes problèmes d'haine, de guerre, d'éducation trop chère. À force de ne pas baisser les bras, certains finissent haut les mains. On ne veut plus se battre sans récré. Pour effacer tous ces regrets, il faut que le monde se récrée. Et comme des pays riches s'appauvrissent pour des pays proches, je ne vais pas tout dire de peur qu'on me le reproche, mais je vois cette femme. Ses lèvres sèches, son visage blafard.
Ses fils Falacha la grecque et Rican lui font subir une ablation cervicale. Chaque entaille d'elle est d'une valeur inestimable, mais elle est minable, ses cheveux roux, son air chelou. Vu sa maigreur apparaît, telle une ossature recouverte de peau humaine, elle se noie, mais elle a soif. Mais je vois cette femme, oui, et je slame cette femme, parce que cette femme que je slame, tel un drapeau qui n'est pas en haut, cette femme que je slame, tel un château d'eau qui quémande une goutte d'eau, cette femme que je slame, tel un poète qui se paie dans ses vers, cette femme que je slame, tel un slameur qui n'a plus de scène, cette femme que je slame, tel un hymne national qu'on doit chanter à voix basse. Cette femme que je slame, c'est ses lèvres sèches, son visage blafard. Cette femme que je slame, c'est ses fils Falacha la grecque et Rican lui font subir une ablation cervicale. Cette femme que je slame, c'est ses cheveux roux, son air chelou. Cette femme que je slame, c'est l'Afrique. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, cette info le soir week-end prend ici fin. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur cette info et sur www.cetteinfo.ci. Au revoir.